De Tombouctou, le titre de son dernier roman, jusqu'à New York, où il vit curieux parcours pour cet écrivain américain. Avant d'être reconnu aux États-Unis, c'est en Europe que sa carrière a véritablement commencé. Paul Auster a fait un détour, un petit détour de 5 ans au cinéma à titre de scénariste et de réalisateur, avant de revenir au roman. Ce soir, retour sur le personnage et son œuvre. Je l'ai rencontré chez lui, à Brooklyn. Est-ce qu'il y aurait un endroit au monde, ailleurs qu'à New York, où vous pourriez vivre? Ah, certainement. Ou Brooklyn, parce qu'on doit dire qu'on est à Brooklyn. Oui, certainement. Mais j'aime bien où je suis, mais je peux imaginer vivre dans plusieurs lieux. Oui. Des centaines, peut-être. Mais Oui. Brooklyn est même présent maintenant dans les livres. On disait au départ que New York imprégnait l'œuvre de Paul Auster. Ouais. Aujourd'hui, Brooklyn est présent. C'est vrai avec Tombouctou, par exemple. Oui, Willie est né ici, il a grandi ici. Tout ça, c'est vrai. Est-ce que vous repérez les lieux? Repérer veut dire quoi? Est-ce que vous faites du location scouting? Est-ce que vous vous promenez pour aller voir un peu, vous inspirer? Non, c'est toujours des souvenirs plutôt que des recherches. Des choses déjà vécues. Ça fait combien de temps que vous habitez maintenant à Brooklyn? C'est presque 20 ans. Question peut-être difficile. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu et qu'on a longuement parlé ensemble, vous êtes devenu, ni plus ni moins, et même en ce pays, une vedette. Quelqu'un qu'on connaît, qu'on reconnaît. Est-ce que ça change quelque chose au créateur que vous êtes? Parce que vous êtes sorti de l'ombre et vous baignez dans la lumière aujourd'hui. Mais cette lumière n'est pas tellement forte que ça change la vie. Il y avait une expression très drôle d'un poète américain, un ami, un très bon poète de John Ashbery. Peut-être vous connaissez ce poète, qui est très connu comme poète aux États-Unis. Il a dit être un poète célèbre et être célèbre n'est pas la même chose. Et je crois que c'est ça pour un écrivain de romans aussi. Dans le petit monde dans lequel on vit, oui, si on est là depuis 20 ans, 30 ans, on vous connaît. Mais c'est tellement petit et c'est tellement sans importance que je vous assure que ça ne change rien dans la vie. Mais je ne demande pas à être assuré. Oui. Je suis curieux de ce que ça peut avoir d'impact. Par exemple, pour l'auteur, il est maintenant beaucoup plus facile de vendre vos romans. On peut marcher dans la rue ensemble après l'entretien est terminé et vous pouvez demander « Est-ce que vous connaissez cet homme ?» Et il n'y aura personne qui peut dire « Ah oui, je sais exactement, j'ai lu tous ces livres. » Ça n'existe pas. C'est pas vraiment une grande chose. Parce que je me demandais jusqu'à quel point, à partir du moment où on a des fans, et vous en avez, vous le savez, des gens qui suivent de très près votre œuvre, des gens qui vous connaissent bien, à partir du moment où vous êtes donc médiatisé, oui, il y a une conscience du geste. Oui, mais il y a une autre chose. Il y a l'autre côté de tout ça. Parce que, oui, il y a des gens qui aiment ce que j'écris, mais il y a aussi des gens qui détestent ce que j'écris. Vraiment, les haines horribles. Et la moitié des fois, oui, on m'envoie un article, une critique d'un livre, et c'est bon. Et il y a, dans l'autre main, une attaque horrible. Alors, pour vivre, il faut vraiment ignorer les deux. Parce qu'on ne peut pas dire « bon, je suis tellement aimé, tout le monde aime mes livres » et ignorer que l'autre moitié des gens qui lisent n'aiment pas ce que je fais. Alors, pour être honnête, il faut ne penser pas à ni l'un ni l'autre et on est toujours dans le même cas comme avant, seul, luttant à faire un travail. Vous semblez encaisser difficilement les critiques. Ça semble violent pour vous quand vous dites j'attends le dégoût, les critiques. Oui. Vous avez été donc blessé par ce qu'on a dit de vos romans.
Oui, depuis les débuts, hein, il y avait toujours les attaques très hostiles. Alors j'ai l'habitude. Ça vous affecte alors? Oui, mais c'est pas très agréable. Et comme je dis, si on peut ignorer ça, il faut ignorer les éloges aussi. Mhm. Hein. Mais vous disiez aussi, ça ne change rien parce que je suis toujours seul. C'est votre condition humaine, c'est votre condition d'écrivain. Oui. Mais avec les années et avec une certaine forme de succès, disons, êtes-vous aujourd'hui plus convaincu de votre talent, de ce que vous faites? Ou c'est toujours le doute? Le doute, toujours le doute. Et il faut dire que même si on a écrit un livre, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ça ne vous aide pas à faire le prochain. Parce que chaque fois qu'on écrit, on doit apprendre comment écrire ce livre et pas les autres livres. Et c'est toujours une sorte d'apprentissage. Un recommencement à zéro? Oui, presque, oui. Je crois que peut-être les gens ne comprennent pas ça, que rien n'est donné. C'est toujours une quête, une lutte avec beaucoup de détours et de recherches très pénibles parfois. Parce qu'on a l'impression, si on pense à Paul Auster, ceux qui vous connaissent particulièrement, que l'écriture est fluide, qu'avec le temps, c'est naturel, que c'est un geste qui se fait bien, mais ça ne semblait pas le cas. Non, c'est pas comme être charpentier. Et si on apprend, hein, il y a un vrai apprentissage. Le maître vous instruit comment faire une belle table, par exemple. Alors, vous pouvez faire cette table pour le reste de votre vie. Vous avez maîtrisé les requirements les rudiments. Du métier. Mais écrire, c'est pas comme ça. On fait une nouvelle table chaque fois. Et on n'a pas un maître à vous dire c'est fait comme ça. Il faut le découvrir soi-même. C'est notre table. Est-ce qu'il est concevable aujourd'hui, très honnêtement, que cette angoisse de la prochaine table à construire, comme vous dites, soit telle que vous puissiez croire qu'un jour ça va vous échapper? Je crois qu'on vit toujours avec cette possibilité. Et c'est un risque. Et c'est ça ce qui donne le plaisir aussi. Si c'était facile et il n'y avait pas des choses à découvrir, pourquoi le faire? Et je crois que c'était Beckett qui a dit être un artiste, c'est d'échouer. Et on accepte les échecs. C'est une partie de la vie d'un écrivain. Vous avez échoué? Oui, beaucoup de fois, oui. Heureusement, il y a des... par exemple, j'ai beaucoup de manuscrits avortis, des choses qui n'ont pas marché et qui j'ai abandonnées. Et je trouve que ce que la vie d'écrire vous apprenne, c'est ça vous donne une très forte connaissance de votre stupidité. Et chaque jour, je rencontre ma propre stupidité. Vous êtes confronté à ça. Oui. Après la pause, l'écriture au quotidien, la discipline de travail de Paul Auster. Est-ce que vous avez une discipline régulière d'écriture? Est-ce qu'il y a un nombre d'heures minimum par jour que vous consacrez à l'écriture? Normalement, la routine est très simple. Je me lève assez tôt, 7 heures le matin. Je bois du café, je lis le journal. Je fais une promenade à l'école avec ma fille.
Ça donne le chien une occasion de marcher, se promener aussi. Et puis je rentre, c'est vers 8h, 8h30. Et je descends ici, je commence à travailler. Normalement, j'arrête pour manger quelque chose, midi. Et puis je retourne et je travaille jusqu'à 3 ou 4 ou 5 heures ou 6 heures, ça dépend au jour. Parlons de la genèse d'un projet comme ce prochain roman. La première étape, est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez une vision? Vous parlez de fragments. Comment ça se passe? C'est que j'avais dans la tête plusieurs idées. Et je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Deux ou trois idées. Alors, j'ai passé... c'était une année assez bizarre pour moi, parce que après j'ai terminé Timbuktu, c'était en septembre, j'ai fait beaucoup de voyages. C'était une période où je n'étais pas chez moi souvent, et toujours à cause de ce film, Lulu on the Bridge, qui est sorti dans plusieurs pays, et je devais aller pour faire la promotion, lutter pour mon petit enfant. Alors, dans les trous, dans les semaines où j'étais chez moi, je n'ai pas écrit, justement. Je jouais avec ces idées pour faire des épreuves presque. Qu'est-ce que je voulais faire exactement? Maintenant, je crois que je sais. Peut-être j'ai tort, mais je crois que je suis sur le fil d'une idée qui me prend. Mais au moment où vous êtes sur le fil de cette idée, est-ce que déjà vous anticipez l'ensemble du roman, même sa fin, oui. ou ça se fait pendant la construction? On ne peut pas vraiment commencer un livre, moi, de toute façon, avant que j'ai un sens de la totalité. Même si je change d'avis en cours de le faire, il faut avoir, pour moi, une idée du commencement, le moyen et la fin. Une sorte de l'arc du livre. On verra. Il est trop tôt de dire beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup de rewrite, pardonnez l'expression anglaise, lorsque vous vous attaquez à un roman? Il n'y a que ça. C'est tout l'effort. C'est très, très rare, et peut-être ça n'est jamais passé, que la première fois que j'ai écrit une phrase, que c'est la phrase qui reste dans le livre. Je fais et refais 20, 30 fois chaque paragraphe. C'est laborieux, hein? Oui, mais il faut toujours entendre la musique. Et on a un sens de ce qu'on cherche. Et si on n'arrive pas, on sait que ce n'est pas juste encore. Il faut continuer à travailler. C'est difficile, mais c'est aussi un plaisir de continuer à trouver la meilleure manière de le dire. Je terminerai sur une considération très technique parce que je regarde votre environnement dégagé, dépouillé. Puis depuis notre première rencontre, je constate qu'il n'y a pas d'ordinateur qui s'est glissé dans votre environnement. Pas encore. Je n'ai rien de contre. Ça, c'est pas une mise en scène. On l'a pas mise là pour faire sympathique. C'est vraiment la machine que vous utilisez. Oui. C'est pas une prop. Hein? C'est mon outil de travail. Ça marche toujours. Je n'ai jamais déçu. Je crois que tous les livres que j'ai écrits étaient écrits sur cette machine. Alors, je suis attaché quand même. Alors, vous remettez les manuscrits à l'éditeur avec des pages qui ont été noircies par cette machine. Oui, c'est ça. Et comme vous voyez là, sur le rayon, j'ai acheté beaucoup de... qu'est-ce qu'on dit, des rubans? Oui, parce que ça devient rare qu'on peut les trouver. Alors, j'ai acheté 50. Et l'homme qui me vend des choses dans la papeterie au coin, il devait appeler
Un peu partout. Je sais, la moitié vient de Kansas City. Hein? Pour les rubans? Oui. Mais j'ai un stock pour quelques années maintenant. Au début, j'écris dans les cahiers avec un stylo ou une plume et je copie à la machine après. Copie nette. Propre. Mais jamais définitive. Jamais, non. Seulement, voilà. Ça, c'est Timbuktu, édition américaine. Ça, c'est définitif. Rien à faire. Hein? C'est fini. Merci.